Bonsoir. Alors, je ne peux pas m'empêcher de commencer cette présentation pour faire le lien avec Monsieur Lamunière. C'est drôle parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Shanghai, il y a une bonne dizaine d'années. Et je me souviens qu'il s'était un peu pris les pieds dans le tapis à essayer d'expliquer à des artistes, des étudiants en art chinois, qu'est-ce que c'était que la démocratie. Et que ça faisait déjà un moment que j'étais en Chine et je me disais, mais oula, il va jamais s'en sortir. Et c'était assez génial, cette conférence, d'être face à deux systèmes totalement différents. Et donc, je trouve ça intéressant que je me retrouve ce soir à parler de démocratiser la culture du bâti. Alors, aussi, une autre chose qui est quand même liée à un biais cognitif de l'architecte que je suis, parce que je viens ce soir pour représenter la Maison de l'Architecture, pour laquelle j'ai un travail de bénévole. C'est une association qui a pour but de parler de l'art du bâti sur la place publique, mais je suis aussi ici en tant qu'architecte et praticienne. Et puis c'est drôle parce que tout à l'heure quand j'ai relu le titre, je me suis dit mais ils l'ont changé, c'était bien démocratiser l'architecture, donc je me suis un peu excitée en me disant mais ils ont changé le titre sans m'en parler? Non, pas du tout, hein. C'est moi qui ai changé le titre et j'étais persuadée que le titre c'était démocratiser l'architecture, donc comme quoi je suis bien obsédée par cette idée de l'architecture. Donc j'ai un peu paniqué quand on m'a demandé de parler de démocratiser. Bon, finalement, entre démocratiser l'architecture ou démocratiser l'art du bâti, c'est bon, je m'étais pas plantée sur le terme important qui était quand même démocratiser. Bien, je suis allée voir dans le Larousse, démocratiser, c'est rendre quelque chose accessible à toutes les classes sociales, le mettre à portée de tous. Bon, alors, je me suis dit, comment on va parler de ça? Et puis surtout, finalement, qui suis-je pour vous en parler? Et après, je me suis dit, mais en fait, finalement, rien que le fait que je sois là ce soir comme une femme de tout juste 40 ans et qu'on me demande de parler de cette idée-là, de parler d'architecture, je me suis dit, en fait, c'est bon, on a déjà un petit peu avancé, on est déjà dans une forme de démocratisation. Donc, je suis toujours très optimiste par rapport à ce genre de sujet. Puis finalement, qui suis-je pour vous en parler? J'ai ce rôle de cette maison d'architecture qui a cette idée qu'elle va démocratiser l'art du bâti, mais comme je fréquente un petit peu trop de géographes en ce moment, il y a certains géographes qui m'ont dit non mais pas du tout quoi. Vous démocratisez pas du tout l'architecture. Ce que vous essayez de faire, c'est de la rendre visible. Donc je me suis dit soit, du point de vue de la maison de l'architecture, ce dont je vais pouvoir vous parler ce soir, c'est qu'on essaye entre architectes, paysagistes et ingénieurs qui participons activement à cette maison de l'architecture, on va essayer de rendre visible l'art du bâti. Mais finalement, je me dis, mais ce soir, je suis aussi là comme architecte qui pratique. Et puis, quelque part, je me suis dit, mais finalement, en tant que praticienne, je suis vraiment dans cette idée-là de démocratiser l'architecture. En fait, l'architecte, dans le rôle de l'ensemble des acteurs qui vont participer à la production de la ville, j'espère qu'il n'y a pas trop d'architectes ici, je vais devoir vous le dire, en fait, on a un tout petit maillon dans la chaîne. On arrive à un moment donné du projet, à un moment donné où il faut agir, à un moment donné où il y a une série de gens qui se sont dit, c'est là maintenant qu'il faut construire quelque chose. Mais c'est pas nous qui décidons est-ce qu'il faut construire, c'est pas nous qui décidons ce qu'il faut construire, c'est pas nous qui décidons où le construire. Et surtout, quand on convoque l'architecte, enfin en tout cas en ce qui me concerne, peut-être que je pratique depuis 20 ans et peut-être que j'ai rien compris, mais j'ai quand même l'impression que l'analyse que j'ai faite de mes 20 premières années de pratique, c'est qu'au moment où on arrive, énormément de choses sont décidées. On a déjà le foncier qui est décidé, on a déjà les rendements financiers qui sont décidés, on a déjà les programmes qui sont décidés, on a déjà la plupart des acteurs, il y a déjà un tas de gens qui se sont mis à discuter, puis finalement on arrive là. Et nous, ce qu'on doit faire, notre grande qualité, c'est de synthétiser. C'est-à-dire qu'on va prendre un ensemble excessivement complexe de contraintes et à un moment donné, on va nous demander d'agir et on va nous demander de produire. Mais on ne va absolument pas être en capacité, dans la position qu'on a, dans l'ensemble des décisions, de vraiment infléchir quelque chose. Et donc moi, en tant qu'architecte praticienne, la seule chose que j'essaye de faire, c'est par exemple, de travailler sur les matériaux. Donc là, juste à côté d'ici, moi, dans mon agence, nous avons construit des bâtiments en pierre massif et ce sont des logements sociaux. Donc, la seule petite action que j'ai eue en tant que praticienne dans cette idée de démocratisation de l'architecture,
c'est que j'ai construit des bâtiments en pierre massif pour monsieur et madame tout le monde, pour vous et pour d'autres. C'est la seule chose que j'ai pu faire. Tout le reste, je n'ai rien contrôlé. Et je pense que c'est important qu'on réalise que dans cette chaîne de commande, l'architecte n'est que un des acteurs parmi un ensemble. C'était ça que je voulais dire. Et ensuite, on se pose la question de mais qu'est-ce que ça veut dire rendre accessible? Est-ce que rendre accessible, ça veut dire donner l'impression à tout le monde que tout le monde, du jour au lendemain, est architecte? Mais pas du tout. C'est pas ça pour moi, rendre accessible. Ça veut dire, rendre accessible, c'est permettre à un maximum de personnes de vivre l'architecture et de vivre dans une architecture qualitative. Donc, soit de produire de la ville avec des bâtiments qualitatifs qu'on voit quand on se promène, avec la plupart du temps des toitures végétalisées quand c'est possible. C'est préserver un maximum le territoire organique aux alentours, préserver les arbres. C'est ça que nous, on peut faire. Et c'est produire de l'architecture qualitative pour le plus grand nombre, c'est-à-dire qu'il y a un maximum d'architectes qui soient engagés dans des questions de logements sociaux. C'est ça, pour moi, démocratiser l'architecture. C'est ma définition de quelqu'un qui... Voilà, bref. Et après, je me suis dit, mais alors, finalement, moi, dans mon petit maillon, juste le tout petit endroit où j'ai à peu près une action, en tant qu'architecte praticien, je me suis dit, finalement, c'est ça. Si on me demandait quel est le meilleur moyen pour démocratiser l'architecture, c'est le concours. Parce que le concours, c'est ce qui fait que, typiquement, moi, en tant que rien du tout, j'ai pu construire parce que c'est grâce au concours que j'ai pu accéder à la chance de construire. Et puis finalement, le concours est ce moment qui cristallise l'ensemble des complexités de tous les acteurs pour un territoire. Et grâce au concours, on va à la fois profondément remettre en cause les types d'investisseurs, profondément remettre en cause les architectes, le programme, parce que c'est à ce moment-là où on se donne un temps de réflexion pour la production d'architecture. Donc j'ai un petit peu regardé, il y a tout un travail en ce moment, il y a une association qui s'appelle Le Concours Suisse. Ça, c'est des documents que j'ai piqués sur le site internet Espacium, qui a fait toute une recherche sur le concours, et on peut voir qu'en fait, en 20 ans, il y a eu 2500 concours en Suisse et à peu près 200 concours en Suisse romande. Le souci étant, c'est que je me suis renseignée auprès du rédacteur en chef d'Espacium ou des personnes qui sont sur cette superbe association sur le concours suisse qui valorise vraiment la production des concours. Ah, peut-être que pour les gens qui sont pas architectes, effectivement, j'ai pas défini cette notion de concours. Il y a tout un tas de procédés différents. On appelle ça des concours, des mandats d'études parallèles, des concours sur sélection. C'est égal. Le processus, pour moi, c'est égal. Ce qui est très important, c'est que tout à coup, on va demander à une diversité d'équipes quelle serait la meilleure solution. Soit ça se fait en loge, sans discussion, soit ça se fait avec des discussions, c'est pas le souci. Ce qui est de toute façon bien, c'est ce soit une mise en place d'une procédure qui permette de chercher le meilleur des projets. Et donc, par exemple, on peut dire qu'en Suisse, il y a eu 200 concours en 5 ans. Mais ce qui était intéressant, c'est que quand je me suis renseignée pour préparer cette petite intervention, en fait, personne ne sait combien ça représente en quantité de bâtiments qui sont véritablement construits sur le territoire genevois ou en Suisse romande. Donc en fait, je ne sais pas quelle est la proportion de ce que l'on a ici sous les yeux qui est issu d'un concours, donc qui est issu d'une certaine mesure d'un type de processus participatif. Puis après, évidemment, c'est aussi un document que j'ai piqué à Espacium, puis comme je savais qu'il y avait Mathias dans la salle, il fallait que je parle de participation, j'allais quand même pas passer à côté. Et en gros, ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, n'importe quelle procédure, que ce soit même des concours un peu traditionnels où on doit juste comme ça déposer quelque chose et que personne en parle, à un moment donné, dans tout ce genre de processus, il y a une discussion. Il y a une mise au point sur quel programme, quel type de budget, comment on va faire. Et dans tous les cas, je pense que c'est cette manière-là qui est le meilleur des moyens pour cette idée de démocratisation de l'architecture, c'est-à-dire de la rendre accessible, mais physiquement, pas uniquement d'un point de vue intellectuel et culturel. C'est pour ça qu'au fond, si moi j'ai changé le titre, l'architecture et non pas la culture du bâti, c'est parce que c'est vraiment de matière et de choses que l'on peut toucher, ce à quoi je passe la plupart de mon énergie. Et puis c'est là où en fait je vous repose la question finalement. Maintenant, je prends la casquette de la maison de l'architecture et donc nous on se dit qu'on démocratise l'architecture, mais en fait c'est pas ça. Nous on est juste capable de la rendre visible. Et donc comment est-ce qu'on la rend visible? On a la chance d'avoir ce bâtiment qui nous est alors prêté, ce serait pas le bon terme, dans lequel on peut générer des événements. Donc c'est un bâtiment d'une qualité architecturale exceptionnelle.
qui est là juste en plein centre de Genève, et c'est vraiment l'écrin dans lequel on peut faire un grand nombre d'expositions. Et juste, je pense que j'ai un peu le temps. Juste, je profite d'avoir ce bâtiment qui est exceptionnel sous les yeux. Donc c'est une coque en béton. C'est intéressant parce que moi je fais principalement de la pierre, mais j'ai rien contre le béton et je trouve que ce bâtiment est une merveille. Et il était fait pour être une usine. Il y a quelques années, les extincteurs Cycli, bon. Tout à coup, quelqu'un réalise que c'est un bijou, on décide de le conserver, puis on se dit on va en faire quoi? On va en faire une salle d'exposition. Et là, c'est vraiment intéressant parce que franchement, c'est nul pour faire une salle d'exposition. Il y a trop de vitres, c'est trop grand, c'est impossible de le chauffer. Ce bâtiment est catastrophique pour recevoir des événements publics. Et pourtant, qu'est-ce que c'est bien? Et lui, il nous rappelle qu'en fait, quand collectivement une bande de dingues ont vraiment envie de récupérer quelque chose, on est capable de transformer cette architecture qui, a priori, n'avait aucune raison de devenir un bâtiment d'exposition. Et ça remet en cause cette notion d'obsolescence du bâtiment et cette notion de vouloir en permanence que chaque objet réponde à un moment donné à une volonté spéciale d'un groupe de gens à un moment donné. C'est-à-dire, quand ils l'ont créé, la famille Cycli, qu'ils ont fait cette usine-là, c'est clair que c'était pas du tout le bâtiment le plus pratique pour faire des extincteurs, pas du tout. Ils se sont clairement fait plaisir, ils se sont payés un superbe architecte ingénieur, ils ont fait un bâtiment magnifique, et puis on pouvait aussi plus ou moins en faire une usine. Hein. C'est ça le principe, il y avait rien d'utile dans ce bâtiment, et maintenant on arrive à en faire des expositions alors qu'il n'est pas du tout fait pour ça. Et là, tout à coup, c'est vraiment le bâtiment d'architecture et l'émotion qui nous produit à tous, hein. Et il n'y a pas besoin d'avoir de culture du bâti pour ça. Je mets au défi tout le monde de passer devant ce bâtiment sans avoir une émotion. Donc ce bâtiment génère de l'émotion indépendamment de sa praticité. Donc quelque part, enfin c'est pour ça que je le trouve vraiment absolument exceptionnel. Et donc il est très utile pour nous, bien qu'il soit hyper compliqué à utiliser, pour parler de culture bâtie. Donc la Maison de l'Architecture, elle a ce rôle de rassembler, fédérer, de dialoguer autour des thèmes liés à l'architecture et à la culture du bâti en général, à la ville et au territoire. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va générer tout un tas d'activités. Donc, typiquement, 9 jeudis par an, on a des grandes conférences. Enfin, des conférences, elles sont pas grandes, mais en général, il y a énormément de public. C'est pour ça que je considère qu'elles sont grandes. On crée une grande exposition par an et surtout, on participe à énormément d'activités, soit avec le canton, soit avec la ville. Il y a énormément de gens qui viennent nous voir pour essayer pour voir comment est-ce qu'on peut parler de cette culture du bâti, des expositions, voilà, ciné-cyclique. Et voilà. Et après, ça c'est l'élément que je trouve le plus intéressant pour nous ce soir. On a créé un guide qui s'appelle le GV Archi, qui est un guide qui se télécharge gratuitement sur vos iPhones, qui est en fait une sélection d'une 60aine de bâtiments contemporains à Genève avec tout un parcours possible. Et puis là, tout à coup, en fait, on peut pas rendre les choses plus accessibles que de marcher avec nos pieds, quoi. Et toutes ces conférences, expositions, elles demandent quand même aux gens d'aller se déplacer, de regarder un horaire, enfin d'être un tout petit peu investi dans l'histoire. Donc ça peut potentiellement être compliqué dans la vie du quotidien, alors que le GVA Archiguide, c'est le truc le plus simple de la Terre, c'est vraiment aller observer un bâtiment en marchant dans la ville de Genève, juste en profitant de ses pieds, et tout à coup en levant la tête et en se disant, un petit peu comme quand on voit les yeux du projet que vous nous avez présenté, c'est de se dire, mais en fait, c'est quoi ce truc? Et puis le GVA Archiguide, c'est des interviews, donc des architectes et des ingénieurs qui ont produit le projet, des explications, et tout à coup, ça devient, en quelques clics, on peut s'interroger et un petit peu retrouver du désir dans la ville de Genève juste par des parcours. Donc je pense que dans l'ensemble des activités que nous faisons, malgré cette impossibilité de démocratiser quoi que ce soit, je pense que c'est via ce GVA Archiguide que nous avons la meilleure manière de le rendre visible à tous, à toutes, juste en marchant dans la rue, très simplement. Donc, je vous invite à la regarder sur votre téléphone. Voilà, je m'arrête là. J'ai fini.